Très d'accord avec moi, Anissa. On a tous été frappés des dégâts commis après le naufrage de l'Erika ou d'autres navires pollueurs qui sont venus souiller nos côtes. Et si demain, un outil était à notre disposition pour faire justement de la prévention? Bonjour Samuel Dupont. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez fondé Biocéanor. C'est une station sous-marine connectée avec votre femme. Il faut dire que je crois que vous êtes tous les deux passionnés par les fonds marins et ça fait un petit moment que ça dure. Oui, tout à fait. Ouais. Depuis l'enfance, en fait, on a toujours habité près des côtes, on a toujours eu une sensibilité pour la mer et pour la qualité, pour la pollution dans ces océans. Et à la suite de ça, donc, on a fait des études en thèse, donc moi au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, où j'ai travaillé sur les éponges marines, où j'ai vu la pollution s'exercer sur ces éponges, et ma femme donc a également fait de la biologie marine, et donc on s'est dit qu'il était temps d'agir pour les océans et de proposer justement cette première station météo sous-marine connectée. Qu'est-ce que vous avez vu tous les deux que nous ne voyons pas? Il y a des micro-changements en fait, il y a beaucoup de micro-changements, on parle beaucoup de réchauffement climatique au niveau des océans. Malheureusement, ça se traduit par un changement de plusieurs paramètres, des changements fins. On entend beaucoup aussi l'acidification des océans, et nous on souhaite justement les repérer pour justement agir très tôt sur ces paramètres. Donc vous sautez le pas, on est en 2018 quand vous décidez. Comment faites-vous pour construire votre station? Elle mesure quoi précisément? Elle est installée sur l'eau, sous l'eau, au fil de l'eau? Alors on l'installe sous l'eau en fait, on est capable de mesurer plus de 20 paramètres en temps réel. On mesure des paramètres très simples comme la température par exemple, et des paramètres plus complexes comme le taux de chlorophylle. On entend beaucoup parler de phytoplancton et la chlorophylle en est le reflet. Et ces données, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont ingérées par la station, transmises par radio sur Terre? Tout à fait, oui. Donc on est capable de transmettre les données à 30 km des côtes, donc ce qui nous permet d'avoir un champ d'action assez large. Elles sont ensuite transmises sur un cloud, et sur lequel on va traiter la donnée pour fournir des services de prédiction et pour pouvoir aller plus loin dans l'interprétation de ces données. Donc on envoie ces petites stations météo sous l'eau, elles mesurent. Est-ce qu'elles vont pouvoir véritablement faire de la prévention? J'ai du mal à comprendre comment elles peuvent arrêter une pollution. Est-ce qu'elles peuvent simplement prévenir? Est-ce qu'elles peuvent agir autrement? Effectivement, elles vont la prévenir en fait, ce qui va permettre d'agir à plusieurs niveaux. On cible plusieurs marchés. On a l'aquaculture, la surveillance des plages par exemple. La surveillance des plages ça va être très important pour une collectivité pour pouvoir informer d'une pollution future et donc éviter tout risque de contamination de l'homme qui va se baigner dans les plages. Donc s'il y a un dégazage en mer, on peut prévenir le littoral et les communes de bord de mer pour qu'elles puissent par exemple évacuer les plages. Exactement, et on peut suivre justement cette qualité de l'eau en temps réel et puis donner cette information. Eric ? Ah, mais il va falloir placer ça à Biarritz très vite. Hein. Mais en dehors de ça, là, votre marché, il est international, c'est l'ensemble des océans, c'est les côtes, c'est l'aquaculture. C'est pareil, ça nécessite beaucoup de fonds. Tout à l'heure, j'ai entendu 1 million d'euros, je suis sûr que tu as besoin de 10, mais on va dire 1. Et vous ? Là, justement, on est en recherche de 1,5 million d'euros, en fait, auprès des investisseurs. C'est une première levée de fonds. Alors, il faut que vous sachiez, Eric préfère qu'on lève beaucoup, pour ne pas avoir à y revenir. C'est ça, Eric? Mais malheureusement, c'est quelque chose qui fait la différence entre nous et nos amis américains. Aujourd'hui, les chiffres sont en train de changer. Il y a 3 ans, j'aurais dit bravo 1 million, 1,5 million, 1,5 million. Aujourd'hui, je dis bravo 10. Mais bravo quand même si vous levez 1,5 million. Mais 10. 10 parce que ça va vous permettre de faire plus vite. Effectivement, ça permettra d'accélérer. Effectivement, vous êtes en Polynésie, vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes ici, vous êtes sur nos côtes, vous êtes dans l'aquaculture. C'est le monde entier. Il est à Manaus, vous êtes partout et au Brésil et ailleurs. Ça coûte une fortune l'international, mais ça rapporte aussi une fortune. Les investisseurs qui les écoutent. Oui, parce que la barrière de corail que vous surveillez en Polynésie française, vous pouvez aller la surveiller ailleurs. Et ça va intéresser beaucoup de monde parce que la question du corail, elle est partout, elle est globale. Exactement, oui, on est déjà sur la prospection de plusieurs marchés. On devrait déployer des stations météo sous-marines à la rentrée 2019, là, en septembre, au Chili, en Norvège et aussi potentiellement au Vietnam, pour justement commencer cette phase d'internationalisation. Et je pense que c'est rentable assez vite. Oui, tout à fait. Oui. En fait, il y a un retour sur investissement qui est très rapide pour les gens. C'est aux collectivités de venir s'équiper, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est pour un prix qui est de? On est aux alentours entre 2 000 et 5 000 euros pour les plus connectés. Et alors, vous dites pour 2024, ce qui serait bien, c'est qu'on pourrait, par exemple, installer nos stations connectées à Marseille avant les Jeux Olympiques ou dans la Seine pour
justement mesurer la qualité des eaux? Effectivement, ouais, ça serait un de nos rêves en fait en tant que start-up. L'appel est lancé aujourd'hui sur Europe 1. Justement profiter de cet enjeu international pour justement faire prendre aussi conscience de la qualité de l'environnement et puis afficher ce taux de pollution alors que ce soit dans la Seine ou dans la région PACA. Paul, on est en train de parler de météo, de climat. Il y a une application collaborative, je crois, qui existe et qui permet de savoir quel temps il fait juste à côté de chez nous. Oui, c'est ça s'appelle Wizoo. C'est un service de météo communautaire. Les membres du réseau rentrent eux-mêmes leurs observations météo et partagent des photos du ciel en temps réel. Alors, cette start-up parisienne à la base recueille également les données météo grâce à un parapluie innovant doté d'une puce électronique qui fait à peu près la taille d'une pièce de 2 €. Ce parapluie nouvelle génération communique en Bluetooth avec le smartphone de son propriétaire qui peut donc transmettre les données. L'appli veut aussi élargir ses sources de données, d'autant que les informations météo sont très vite périssables. Ouvrir sa base aux entreprises. De nombreux organismes privés ou publics ont ouvert ces données, venant aussi compléter le moteur d'analyse. Eric ? Moi, j'ai juste un truc. Là, il n'y a eu que du B2B. Depuis tout à l'heure, on entend du travail pour les entreprises, pour les collectivités. Juste, les Israéliens qui se sont mis à jouer avec de la météo, ils ont fait du B2B2C pour prévoir si vous achetez des McDo ou pas, plus ou moins en fonction du temps. Ils l'ont vendu 300 millions d'euros à McDo. Donc moi je trouve que là il y a de vraies innovations technologiques. Bon, j'ai bien aimé le coup du parapluie, mais ça m'avait l'air moins puissant. Le prédictif peut agir évidemment sur notre consommation. Si on allait vers ça plus l'application, les deux ensemble, ça pourrait valoir beaucoup plus que ce que vous amenez comme valeur au marché. J'aimerais bien qu'on regarde aussi cette façon de voir les choses. Eh bien, on va regarder ensemble. Pour du McDo. Vous ne bougez pas, on reste ensemble, on parle météo et climat sur Europe 1.